Merci beaucoup, Annie. Alors, bon après-midi à tous, la dernière présentation de la journée. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la REP. Je pense qu'il y a de belles opportunités possibles pour les municipalités avec ce programme-là et vous êtes un facteur important de l'équation. La REP, c'est pas nouveau. On a de la REP au Québec, c'est un outil de gestion des matières résiduelles qui existe depuis de nombreuses années. Il en existe en Europe, partout à travers le Canada aussi. Et c'est principalement mis en place pour nous aider à gérer les matières qui ont des caractéristiques spécifiques et qui demandent une gestion tout à fait particulière. Mais c'est surtout pour nous assurer que nous n'ayons plus jamais à subir ça, et ça, ou encore ça, et surtout pas ce genre de gestion-ci. Tous les jours, les programmes REP qui sont mis en place, c'est pour tenter d'éliminer ces mauvaises pratiques. Et c'est pour ça qu'un règlement comme celui de la REP prend tout son sens. Maintenant que je vous ai dit ça, nous avons, comme vous le savez, un règlement en place. C'est quoi? Ça porte sur quoi? C'est qui? Et comment on l'applique? La REP, en fait, s'appuie sur trois grands principes et on comprendra pourquoi. L'éco-conception. Quand on demande de gérer en fin de vie des produits, il faut s'assurer que c'est plus facile de le faire. Donc, les producteurs qui sont visés, on leur demande de penser à l'éco-conception. On insiste aussi sur une gestion qui vise les 3 RV. Donc, la matière soit réduite, réemployée, recyclée et en toute fin, la valorisation énergétique. Et le troisième principe étant le transfert de la responsabilité en amont. En fait, ce qu'on veut s'assurer, c'est que les producteurs qui mettent en marché des produits incluent la gestion en fin de vie dans le coût de leurs produits. Dans le même principe, on inclut le marketing, la CSST ou peu importe. Alors, ce sont les grands principes qui entourent la REP. On vise des entreprises qui sont basées ici au Québec, qui mettent en marché au Québec. Et donc, on comprendra qu'au Québec, on a peu de producteurs, beaucoup plus de détaillants, de distributeurs, quelques producteurs aussi, naturellement. Et les catégories de produits que l'on vise sont des catégories de produits qui ont des facteurs, par exemple, de dangerosité, pour lesquels on veut préserver les ressources et qui n'ont tout à fait pas leur place dans des sites d'enfouissement. Et ça prend sa forme sous un règlement qui est sur la récupération et la valorisation des produits et qui demande, dans le fond, de responsabiliser les entreprises sur la gestion de fin de vie des produits. Un bref historique pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la REP, quoique ça m'étonnerait, c'est déjà implanté depuis tellement longtemps, mais la REP, le premier programme remonte avec celui de la peinture en 2001, suivi par celui des huiles en 2004, 2 programmes qui ont vraiment fait leurs preuves, qui fonctionnent très bien, que vous connaissez probablement sous les acronymes de la SOGU Éco-Peinture, qui sont les organismes qui les représentent, entre autres, il y en a d'autres. À la lumière des acquis, des expériences de ces 2 programmes-là, ils ont été refondus en un projet de règlement qui a été déposé en 2009 et adopté en 2011, et qui est le règlement que l'on connaît aujourd'hui, qui est le règlement sur la récupération, la valorisation des produits par les entreprises. Et donc, à ces deux programmes qui existaient auparavant, se sont ajoutés 3 autres secteurs d'activité, soit celui des produits électroniques, des lampes au mercure et des piles, qui, en fait, visent maintenant 5 secteurs d'activité au total. Les premiers, même si les programmes sont en place pour l'ensemble de ces 3 nouvelles matières depuis juillet 2012, les premiers objectifs ne seront à atteindre qu'en 2015. Et donc, les rapports feront preuve des performances. On comprend que l'implantation des programmes REP sont en croissance, naturellement, donc ça fait beaucoup de matière à gérer, beaucoup d'informations qui circulent. C'est un règlement qui est ambitieux, on veut aller loin, on veut faire plus que ce qui s'est fait jusqu'à présent ailleurs. Et ça soulève naturellement des défis, des enjeux et une certaine complexité. Donc, ce n'est pas un travail qui va se faire du jour au lendemain, c'est du travail de long terme. Il faut tous travailler en collaboration, en concertation. Et ça demande, dans le fond, des efforts de tous. À quoi ressemble la REP au Québec? Une image aux 1000 mots, on le dit toujours, on sert de l'expression souvent. Ça a l'air de ça aujourd'hui. Donc, c'est un règlement qui a été mis en place par un travail de concertation entre Recyc Québec et le ministère, ainsi que les parties prenantes. Juste vous attirer un petit peu 2 secondes sur notre rôle à nous de Recyc Québec. Nous sommes
travaillons en étroite collaboration avec le ministère, mais nous sommes aussi des gens de terrain. Nous voulons nous assurer que nous favorisons la concertation et la collaboration des différentes parties prenantes. Et donc, dans ce sens-là, nous avons eu le mandat du ministre de l'Environnement d'assurer le suivi des programmes mis en place autant par les organismes ou par les entreprises individuelles. Et ce que ça a donné, en fait, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, nous avons 5 secteurs d'activité qui sont représentés par 5 programmes d'organismes de gestion reconnus, des organismes qui sont reconnus par Recyc Québec. Autant dans chacun des secteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit les lampes, les piles, les produits électroniques, les huiles et les peintures. Et nous avons aussi 8 programmes individuels, 4 au niveau des huiles, 2 au niveau des produits électroniques et 1 programme qui gère à la fois les piles et les lampes au mercure. Et donc, ça, nous veillons en fait au suivi de l'ensemble de ces programmes-là au niveau de la performance, assurer que les obligations sont rencontrées, mais aussi un accompagnement pour qu'on atteigne les objectifs prévus, que l'ensemble des programmes ait le succès escompté. Quand on parle de mettre en place des programmes de cette envergure-là, on parle de travailler avec des parties prenantes et ça demande une collaboration de tout instant, autant au niveau des fournisseurs de services, des entreprises, vous, les municipalités aussi, qui avez un très grand rôle à jouer. Et la bonne nouvelle, c'est que la REP a amené tout un réseau de points de dépôt pour récupérer les matières visées. Plus de 4000 points partout au Québec maintenant. On comprend que plus l'accès à un point de dépôt est facile, plus le succès va être obtenu. Il faut que ça soit simple pour le citoyen, pour le générateur de matière, de se départir des produits dont il ne veut plus. Naturellement, quand on parle d'un programme d'une structure comme celle-là, ça s'ajoute des enjeux, des rôles et responsabilités qui changent, des réseaux parallèles. Je vous en reparlerai un peu plus tard de tous ces points-là, parce que ce sont des défis, des enjeux avec lesquels on doit travailler à tous les jours. Et ça demande vraiment une collaboration. Quand on parle de problématiques, on parle de communication, et donc je vous laisse avec une vidéo qui a été... En fin de vie, vos produits prennent-ils le bon chemin? Au Québec, la récupération des matières recyclables a pris sa place dans notre routine. Toutes les semaines, des produits courants du quotidien prennent automatiquement le chemin du bac de récupération, et c'est tant mieux. Toutefois, il est parfois embêtant de se départir adéquatement de certains produits. Ce n'est pas toujours évident de savoir si un produit peut être réemployé ou recyclé. Au moment de s'en départir, quel chemin doit-il prendre? Il faut s'assurer que nos gestes demeurent cohérents avec notre désir de protéger l'environnement. En tout temps, nous devons tenir compte des éléments toxiques contenus dans certains produits ou composants et aussi de la préservation des ressources. Bonne nouvelle! Au Québec, les entreprises qui mettent en marché certains de ces produits sont dorénavant tenues responsables de leur gestion en fin de vie utile. Consommer de manière responsable s'avère crucial pour la protection de l'environnement. Savoir comment disposer de nos produits en fin de cycle est tout aussi essentiel. Pensons par exemple aux piles, aux peintures, aux lampes au mercure, aux produits électroniques et aux huiles usagées. Ces catégories de produits ne doivent absolument pas se retrouver dans les bacs de recyclage. Il faut plutôt les déposer dans un point de dépôt officiel et reconnu. Le produit peut être alors réemployé, traité à des fins de recyclage en tout ou en partie, ou encore valorisé pour produire de l'énergie. Il est primordial de savoir comment et où se départir de ces différents types de produits. Ces 2 facteurs imposent un circuit de récupération et de gestion particulier. Il faut savoir qu'il existe des organismes reconnus pour la gestion de ces produits. Ils offrent des programmes pertinents et proposent tout un réseau provincial de points de dépôt. Leur site Internet regorge de renseignements utiles. N'hésitez pas à les consulter. À titre de consommateur, d'industriel, de commerçant, de municipalité ou d'institution, il est de notre responsabilité d'assumer notre rôle et de faire partie intégrante de cette chaîne de récupération. En tout temps, faisons en sorte de nous départir de nos produits de la bonne façon et aux bons endroits.
Donc, ça démarre un peu plus vite que je croyais. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est qu'on essaie de situer, dans le fond, la REP dans le cycle de la consommation, de la récupération, mais aussi d'avoir un outil ludique qui nous permette, dans le fond, d'expliquer clairement, facilement aux générateurs de matière à quoi sert la REP, et aussi faire la promotion de la bonne gestion. Donc, cet outil-là est sur notre site YouTube, sur Facebook. Les liens seront disponibles à la fin de la présentation. Maintenant, quand on parle de REP et des municipalités, quelles sont les retombées majeures pour vous au niveau de la REP? Quand on comprend qu'il y a une certaine complexité à gérer les produits dont on parle, ils ont des caractéristiques spéciales, on comprend qu'il y a une nécessité de dédier des ressources, du temps, des connaissances à faire une bonne gestion. Et donc, la REP, je crois, est une bonne nouvelle pour vous, les municipalités. Moins de produits à gérer, mais surtout aussi, on attribue la responsabilité au bon endroit, c'est-à-dire aux producteurs, à ceux qui les mettent en marché. Et donc, et on leur demande de faire preuve de bonnes pratiques, d'utiliser les meilleures technologies et on assure une traçabilité, surtout, de la gestion de ces produits-là. Et ça passe par une reddition de comptes qui se fait d'une manière autant au niveau comptable qu'environnemental. Pour vous, la REP, c'est moins de produits à l'enfouissement, donc une réduction des coûts pour les villes. Et finalement, on applique ni plus ni moins un principe de pollueur-utilisateur, ou producteur-utilisateur, je m'excuse, qui fait qu'à ce moment-ci, c'est le consommateur et non plus l'ensemble des citoyens qui doit supporter une charge de gestion. Rapidement, juste pour que vous ayez, je ne sais pas si c'est de l'information qui est connue pour vous, mais en fait, c'est important de comprendre, vous, comme étant au centre de ce programme-là, quelles sont les obligations des producteurs, surtout la mise en place d'un programme. Vous en avez la preuve, vous êtes partie prenante de ces programmes-là. Pour permettre une atteinte de taux de récupération, une gestion adéquate, une gestion surtout locale et régionale, je m'excuse, et parce qu'on a demandé, dans le fond, il y avait déjà des programmes en place dans de nombreuses municipalités, dont la vôtre, d'autres régions aussi, et donc les infrastructures qui étaient déjà déployées, de pouvoir bâtir sur ces infrastructures-là et de supporter, quand c'était possible, les entreprises locales de gestion. Une reddition de compte, je viens d'en parler, c'est important parce qu'on ne peut pas s'améliorer si on ne mesure pas. Il faut quand même qu'il y ait un cadre qui soit là pour assurer que les meilleures pratiques possibles soient en place. Et des taux à atteindre, c'est important de comprendre qu'il y a des taux à atteindre si ces taux-là ne sont pas rencontrés par soit les organismes de gestion ou les entreprises qui ont déployé des programmes individuels, il va y avoir des pénalités. Certainement pas en 2015 ni en 2016, mais éventuellement si les taux ne sont pas atteints. Et donc, c'est pour ça que ça demande une collaboration, une concertation de tous pour atteindre un succès. Et je vous en reparlerai dans quelques instants quand je vais parler de réseaux parallèles. Et finalement, l'information, de la sensibilisation, l'éducation, c'est de la responsabilité de chacun de ces organismes ou des entreprises d'assurer que leurs programmes sont connus, que les modalités des programmes, les détails sont communiqués autant aux ICI qu'aux citoyens. Maintenant, si on parle rapidement de quels sont ces organismes-là, on les a vus rapidement avec le vidéo, mais en fait, Éco-Peinture, qui est le premier programme qui a été mis en place, il existe depuis 2001. Le programme fonctionne très bien, atteint les taux au niveau des peintures, mais il est quand même intéressant de noter qu'il y a encore des défis pour Éco-Peinture, notamment au niveau des contenants vides qui n'atteignent toujours pas les taux escomptés. Et c'est un endroit où vous pourriez, vous, les municipalités, nous aider à atteindre en travaillant avec nous, travaillant avec l'organisme pour assurer que vous relayez la bonne information, c'est-à-dire que le pot de peinture vide doit être déposé au bon endroit et non pas, par exemple, dans le bac de récupération. Ce qui est intéressant de noter au niveau d'Éco-Peinture aussi, c'est le déploiement d'une marque de peinture qui s'appelle la marque Boomerang, qui est en fait un bel exemple appliqué de la REP, parce qu'ils font du recyclage de la peinture. En effet, je pense que ce serait aussi au niveau soutien municipal intéressant que des produits comme ceux-là soient mentionnés dans vos cahiers de charges. On l'a fait chez nous, dans nos bureaux de Québec dernièrement, où on a utilisé cette peinture-là pour repeindre l'ensemble de nos bureaux. Donc, quand on parle de collaboration, de soutien, de partenariat, ça peut être une des preuves, une des manières de pouvoir le faire. Quand on parle de la SOGU, l'autre deuxième programme qui a démarré en 2004, qui fonctionne lui aussi très bien,
1000 points de récupération partout à travers la province, donc très omniprésent, bonne accessibilité pour les ICI, pour les consommateurs, et un tellement bon succès que le SOGU, maintenant, est en train d'implanter un programme similaire dans les maritimes, qui va s'appeler SOGU Maritime, en fait, et qui est en train d'exporter les performances et succès de ce qu'il a implanté ici. Donc, c'est une belle reconnaissance du programme québécois. Maintenant, on passe aux 3 nouveaux programmes. Le premier étant celui qui vise à la récupération des lampes au mercure, plus de 400 points de dépôt à ce jour. Recyc Fluo est la marque de commerce. Vous avez probablement pu discuter avec la personne au kiosque à l'extérieur de la salle ici. Recyc Fluo, qui est, si vous probablement vous en souvenez, une appellation qui avait été développée par la FQM, avec des points de dépôt un peu partout dans les municipalités. Donc, l'APR a récupéré cette marque de commerce-là, a racheté la notoriété, le programme, et ça fonctionne très bien. A bâti sur ce qui existait déjà, c'était la chose à faire. Le 4e programme est celui qui vise les piles primaires et secondaires. Appel à recycler, c'est un organisme qui est nord-américain, pour qui la récupération des piles n'est pas, c'est pas nouveau. Plus de 1500 points présentement au Québec. Les points de dépôt, ce sont principalement des boîtes qui récupèrent les piles. On les retrouve dans les commerces un peu partout. Et c'est un équipement de collecte qui est très facile d'implantation au niveau de différentes infrastructures municipales y compris. Donc, c'est un petit défi que je vous lance. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, celui qui vise la récupération des produits électroniques. Plus de 450 points de dépôt, je pense qu'il s'approche même du 550 points de dépôt au moment où on se parle, vise toute une panoplie de produits électroniques et qui sont, que vous voyez ici, avec différents objectifs de récupération. On travaillait et travaille toujours de très, très près avec les municipalités, les écocentres, qui sont, pour de nombreux écocentres, sont des partenaires d'affaires d'Art Québec présentement pour la récupération. On comprend que les structures sont en place, les programmes sont en déploiement, le travail est amorcé, ça va bien, mais on a encore plusieurs défis. Quand je parle on, je parle de nous, avec les organismes, les différents programmes, des défis de taille. Mais d'abord, j'aimerais peut-être pouvoir adresser certains, ce que je vais qualifier de mythes, de rumeurs ou peu importe. Je voudrais pouvoir répondre à ça. Le premier, c'est celui-là. J'ai parlé avec beaucoup que ce soit des recycleurs, des ICI, des municipalités. On me dit que les organismes ont le monopole de la matière. C'est important de comprendre qu'un organisme, que ce soit Art Québec, Appel à recycler, peu importe, ce ne sont pas des monopoles. Ce sont des organismes qui représentent, dans le fond, les entreprises qui sont visées par la réglementation et qui permettent à leurs membres de rencontrer leurs obligations. Donc, les entreprises qui ont été visées par le règlement confient leurs obligations à ces organismes-là, mais ce n'est définitivement pas un monopole. Deuxième mythe dont j'aimerais parler, la REP nuit aux entreprises d'économie sociale, aux entreprises locales. Il faut comprendre que le règlement est ambitieux et donc le règlement demande aussi, que ce soit aux entreprises, aux organismes, d'atteindre des objectifs de récupération dans un cadre très précis, de faire preuve de reddition de comptes et donc il leur demande de mettre en place des critères de performance, des critères de fonctionnement. Et donc, naturellement, toute entreprise qui est en mesure de se conformer à ces critères-là peut tout à fait travailler avec les organismes en place. Le risque à ne pas faire ça, c'est qu'on n'a pas de traçabilité. C'est très difficile d'assurer une gestion optimale. Troisième point que j'aimerais adresser aussi, on m'a souvent dit, peut-être moins maintenant, mais au début, que la gestion des produits fonctionnait bien. La REP, pourquoi la REP? On était capable de gérer nos programmes et je suis tout à fait d'accord, il y avait probablement de très bons programmes de gestion des différentes matières avant l'arrivée du règlement. Sauf que ce n'était peut-être pas le cas pour l'ensemble des programmes en place. Et donc, ce qu'on fait avec un règlement comme celui de la REP, c'est qu'on assure une standardisation de la gestion, on assure une mise en place des meilleures pratiques possibles. Et c'est ce que j'espère que je vous convaincre de ce fait-là.
Maintenant, ceci étant dit, bon, on parle de défis, c'est sûr. Les programmes sont en place dans le cas des 3 nouvelles matières depuis 2 ans, presque 2 ans maintenant. On a un défi, le premier défi avec lequel on doit faire face, c'est vraiment le changement des rôles des parties prenantes. On comprend qu'on vit encore une transition. Quand on parle de produits électroniques, de lampes au mercure, de piles, ce sont des gros programmes. Ça demande un déploiement, une mise en place de points de dépôt. Il y a énormément d'obligations, surtout dans la refonte du règlement. Et donc, il y a une transition qui se vit. Les rôles changent. Le règlement a défini des nouvelles règles du jeu. Et tout le monde doit s'adapter. Ce n'est pas toujours facile de comprendre qui fait quoi maintenant. De nombreuses municipalités, je suis au fait, avaient déjà mis en place des programmes, travaillaient avec des recycleurs spécifiques ou des entreprises de réemploi. Aujourd'hui, on vous demande de jouer un rôle différent, celui d'un rôle de partenaire comme point de dépôt ou autre. Et donc, ça va prendre du temps, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut travailler ensemble, il faut s'adapter. Il faut surtout s'assurer qu'on se concerte pour atteindre le succès. Ça veut dire qu'on travaille avec les programmes officiels. Les programmes officiels, ce sont ceux des 5 OGR dont je vous ai parlé auparavant. Il y a aussi des programmes individuels, que ce soit avec Canadian Tire, Crevier, Québecor et peu importe. C'est important de retenir ce fait-là. Sinon, on nuit à l'ensemble du déploiement du programme, on nuit à la pérennité de nos programmes REP. Le deuxième défi majeur, je vous en ai parlé tout à l'heure, la présence de filières parallèles de récupération. Puis ça s'explique principalement, entre autres, parce qu'il y a une valeur, c'est surtout attaché aux matières qui ont une valeur, notamment les produits électroniques. Ce sont des produits qui sont convoités, ce sont des produits qui étaient à la base, au cœur de certaines entreprises qui c'était leur gagne-pain. Et donc, chacun essaie de conserver sa part de marché, pas toujours facile. Mais ce que ça fait, c'est que en confiant, qu'on soit une ICI ou une municipalité ou peu importe, en confiant ces produits à une entité qui ne travaille pas dans la filière officielle, on nuit au succès des programmes, on nuit à la pérennité de la REP. Et les coûts augmentent. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'éventuellement, si un organisme, par exemple, comme je vais prendre ARP Québec, pas pour le viser, n'arrive pas à atteindre ses taux de récupération parce que, justement, il y a énormément de réseaux parallèles qui convoitent les différents produits électroniques. Éventuellement, il va y avoir des conséquences à ça. Des pénalités devraient être payées, ce qui veut dire qu'éventuellement, il pourrait y avoir une hausse des frais pour l'ensemble du programme au Québec. Et donc, comment on fait pour travailler, pour atteindre nos objectifs comme société? Je crois qu'il faut, encore une fois, s'assurer qu'on travaille avec les programmes officiels. Et comment s'assurer de contrer ces réseaux parallèles-là? Je crois que c'est par de la communication, de la concertation, s'assurer que tout le monde comprend très bien à quoi va en venir la réglementation, comprend que veulent dire les programmes, comment travailler avec les filières en place, et pour en venir avec un changement, parce que le plus gros défi quand on parle de programmes comme ceux-là, que ce soit la REP ou peu importe, c'est d'amener un changement comportemental. C'est pas facile pour monsieur, madame, nous on baigne dans ça tous les jours, mais pour monsieur, madame, tout le monde, de savoir que je peux faire quelque chose avec ma lampe au mercure, mes piles, mes produits électroniques, je les porte où, ça demande énormément de connaissances, donc il va devoir y avoir de plus en plus de communication. L'outil que je vous ai montré au début, le petit vidéo, on va avoir un plan de diffusion pour cette vidéo-là, pour faire connaître encore plus ce qu'est la REP, pour essayer de démystifier un peu quoi faire avec la matière. On va avoir aussi des campagnes, que ce soit sur le web ou peu importe, qui vont aussi simplifier toute cette gestion pour le consommateur, pour le citoyen. Alors pour vous, ce que j'aimerais passer comme message aujourd'hui, c'est que oui, il y a des opportunités de collaboration avec les organismes, avec les entreprises individuelles. Vous êtes au cœur de toutes ces structures-là. Donc, je pense que faire la promotion des filières officielles de récupération auprès de vos citoyens, c'est un rôle tout à fait important qu'on vous demande de jouer, si c'est possible. De vous assurer aussi on doit tous faire de l'ISée, que ce soit les organismes, que ce soit Recycle Québec, que ce soit vous aussi, mais vous assurer que si vous en faites, par exemple sur votre site Web, que vos sites Web soient à jour, qu'ils reflètent les vraies filières de gestion maintenant pour ces nouveaux produits-là.
Point de dépôt, c'est un rôle que vous jouez maintenant. La plupart de vos écocentres, de nombreux de vos écocentres sont maintenant reconnus comme points de dépôt pour de nombreux organismes, et donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on bâtit sur ce qui existait déjà, on n'a pas changé les habitudes de vos citoyens, et vous devenez partenaire dans ce système. Et il y a aussi une opportunité pour vous d'être, par exemple, la OMGMR, la Ville de Montréal, la FQM sont des représentants sur ce qu'on appelle le comité de vigilance. En fait, je vais appeler ça, je m'excuse pour l'expression, watchdog, là, qui travaille avec, c'est un comité qui a lieu quelques fois par année, qui permet aux entités de discuter avec les responsables des programmes, de leur faire part de commentaires, d'améliorations, peu importe, pour justement s'assurer qu'on bonifie les programmes en place. Ce que ça représente ici pour vous, dans la grande région aujourd'hui, qui comprend l'Outaouais, Laurentides, Laval, puis je vais vous dire que Laval, c'est englobé, quand je vous montre les points de dépôt ici, c'est englobé dans la grande région de la CMM, mais on parle de plus de 1500 points de dépôt pour l'ensemble des 5 matières qui sont récupérées. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est des écocentres, ce sont des détaillants, des garages municipaux, et c'est surtout un accès gratuit. Il ne faut pas oublier ça. Là, il n'y a plus aucune raison aujourd'hui d'avoir à payer pour la gestion des matières dont je viens de vous parler, que ce soit les peintures, les huiles, les électroniques, les lampes au mercure ou les piles. On a des programmes en place pour ça. Vous les voyez ici dans chacune des régions. Et c'est surtout aussi important à retenir, c'est que la REP, c'est intéressant, a des retombées économiques pour plusieurs régions. Entre autres, dans l'Outaouais, on a 2 entreprises d'économie sociale, Evolutique Outaouais, Valoritech. Pour les Laurentides, on a Recipro, qui est un partenaire d'affaires avec Arc Québec, qui travaille de très près et qui a un approvisionnement régulier maintenant grâce au règlement en place, au programme en place. Et finalement, 2 entreprises privées, Sims et Guip, qui eux aussi... Mes exemples sont tous au niveau de l'électronique, malheureusement, c'est ce que ça donne comme ça, là, mais c'est définitivement une retombée intéressante au niveau de la mise en place des programmes REP. Alors, rapidement, prochaines étapes, donc, au Québec. La mise en place de nouveaux programmes REP, oui, il va y en avoir. La politique disait que 2 nouveaux programmes à tous les 2 ans. On comprend qu'avec un changement de gouvernement, nouveau ministre, nouveau cabinet, qu'il y a eu une certaine interruption. Mais bon, il va y avoir une continuité là-dedans. La REP, ça fait ses preuves, c'est là pour rester, donc il va y avoir de nouveaux programmes en place, c'est sûr. 2015 sera le suivi des objectifs, premier jalon pour s'assurer pour voir comment performent les différents programmes, s'ils rencontrent les objectifs. Et probablement que d'ici à l'automne, nous avons travaillé avec le ministère, aussi Québec et le ministère vont travailler ensemble pour analyser toute une liste de produits, il y en avait 23 en fait, puis évaluer quels seraient les plus susceptibles d'être sur une liste des prochains produits qui pourraient être gérés par une REP. Cette liste-là, elle a été établie en fonction de critères, en fonction de pondération de chacun de ces critères-là, autant environnementaux, socio-économiques. Et probablement que d'ici à l'automne, on sera en mesure, le ministère sera en mesure de dévoiler une liste des prochains produits étant susceptibles de faire l'objet d'une REP. Je vais juste faire une mise en garde ici. Ça ne veut pas dire que tous ces produits-là seront nécessairement sous une REP. Ça ne veut pas dire nécessairement que quand la liste sortira, qu'il va y avoir une priorité. Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent venir modifier les choses. Mais je vous la présente à titre d'information. Alors, pour conclure rapidement, j'aimerais vous laisser avec quelques bons mots. Alors, la REP est un instrument, je crois, définitivement positif pour vous. Je pense qu'il y a vraiment des opportunités de collaboration. Vous êtes au cœur de ces programmes, au cœur de cette structure. Donc, je vous incite à travailler de très près avec les organismes ou les entreprises. Autant que partenaire que comme relayeur d'informations, c'est surtout là où maintenant où le bas blesse et on a vraiment besoin que la communication se fasse, que l'information soit cohérente et la même d'un endroit à l'autre et qu'il va y avoir qu'il y ait une certaine cohérence aussi, que chacun, dans l'action de chacun des acteurs qui sont interpellés, qu'on voit une synergie et une cohérence. La présentation sera disponible et donc j'ai tenté d'inclure une boîte à outils avec des liens web qui va vous permettre d'accéder à différentes informations, que ce soit la chaîne de valeur de la REP que je vous ai présentée au tout début,
mais aussi des liens directement sur le site des organismes qui présentent des publicités, des campagnes web. Celle-ci est pour la SOGU. Une boîte à outils au niveau de Recycle Fluo, qui est un très bon site qui vient simplifier un peu l'information pour le générateur. Des campagnes aussi, on parle de ce qui advient des contenants au niveau d'éco-peinture. Et finalement, plusieurs publicités que vous avez probablement déjà vues à la télé, des publicités d'Art Québec. Et donc, je vous laisse avec ces informations-là. Je pense que n'hésitez pas à les mettre en lien sur vos propres sites. C'est toujours plus facile pour le citoyen de pouvoir consulter. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Donc, si vous avez des questions, je vous inviterai à vous présenter au micro, à vous identifier, à poser votre question. Merci.